Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 28e épisode du Bistrot d'Aléolosque, saison 3, 28e émission qui débriefe chaque semaine l'actualité de votre club favori, une émission pour les supporters du LOSC, produite par des supporters du LOSC et principalement par le site Aléolosque et les Dogs du Net. Une émission donc où nous revenons chaque semaine sur l'actualité du club. Au sommaire cette semaine, nous reviendrons dans la partie débrief sur le match d'Angers. Donc débrief, le LOSC finit par crever face à la dalle angevine. Et ensuite, lorsque nous aurons échangé sur ce magnifique match qui nous a tous ravis, nous reviendrons sur le prochain rendez-vous, Montpellier. Les Lillois peuvent-ils finir en héros à domicile? Pour aborder ces sujets, nous devions avoir ce soir la présence de François, le speaker officiel du club qui intervient chaque semaine au stade Pierre-Mauroy. Malheureusement, des contraintes d'agenda surchargées ne nous ont pas permis finalement d'aboutir. On a dû reporter à une prochaine date dans les dernières heures avant l'émission, donc on s'en excuse. Mais bon, on le recevra très bientôt et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous aviez prévu de faire. Alors, mais à côté de ça, nous avons quand même des piliers de qualité. Alors, vous les reconnaissez, hein. On va commencer par Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien, comment vas-tu? Quel honneur. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, vous avez également reconnu il revient dans le bistrot d'Alelos. Ça fait quelques semaines qu'on ne l'avait pas vu. Il est revenu avec ses chiffres, ses statistiques, Monsieur Big Data, Baptiste de la page Breaking Dogs sur Twitter. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à toutes et tous. J'ai cru que c'était Maxence Cacré avec ses cheveux en arrière. Ouais, j'ai tenté. J'ai cru qu'on avait un jeune milieu récupérateur parmi nous. Moi, Je suis milieu, mais pas récupérateur. je croyais que c'était notre ancien gardien de but, Barel Moukil, mais bon, apparemment, apparemment, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors, on parle Ça de. lui va bien, hein, il a l'air d'avoir 50 ans. Franchement, c'est C'est vrai, séant. on dirait les buteurs lillois des années 50. C'est C'est vrai. un côté revival. C'est C'est un vrai. côté revival. Est-ce que tu mets Alors, du pento? Alors, mais ce qui me rassure, c'est que je n'ai pas de golf sur les côtés. Donc ça me Ah bah, 18 ans, ce serait. Ouais, on sait jamais. Joe Pento. Joe Pento. Julien, tu m'offres une transition toute naturelle. Eh ouais, Ils ne on va sont parler pas de cheveux. ils ne sont pas des spécialistes du pento, hein. Pour eux, c'est plutôt l'éponge et la savonnette. Alors, on va commencer par. Ce sont les deux Christophe qui sont là. On va commencer par Christophe Viox. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Eh ben, salut, ouais, Joe Pento, ouais, j'ai fait ça étant jeune. J'ai fait ça parce que j'ai pas tous mes cheveux. Enfin, je dis ça à Baptiste, il fait comme il veut. Maintenant, c'est un essai. Bonsoir à toutes et tous. Alors, bonsoir Christophe de Vervic, hein. Il a sa présentation dessus. Comment vas-tu Christophe? Oui, ça va, ça va. Bonsoir, amis supporters du LOSC, toujours aussi motivés de suivre notre équipe. Alors, Ça sent ça s'entend, ça s'entend. Alors, je suis déçu parce que je pensais que l'un des deux allait me dire bah, ça va au poil, mais même pas. Ils n'ont pas eu le réflexe, donc je la ferai moi-même. Donc, émission qui va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle le principe, hein, vous pouvez intervenir en direct pendant l'émission en faisant un commentaire sur la page Facebook du Bistrot Aléolosque sur laquelle l'émission est diffusée en direct. C'est également diffusé en direct sur le groupe Facebook Aléolosque et ce sera diffusé en différé à partir de demain sur la chaîne de YouTube du Bistrot d'Aléolosque. Sur tous ces médias, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour nous faire la plus grande audience possible, nous aider dans notre projet que nous vous proposons depuis 3 ans. Vous pouvez également poser des questions en amont de l'émission ou en aval si vous avez des réactions à faire sur le forum d'Aléolosque qui refonctionne maintenant depuis quelques semaines. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous êtes les bienvenus sur ce forum. Je vous propose de commencer tout de suite par finalement la première partie de cette émission, donc débrief,
le LOSC finit par crever face à la dalle angevine. Alors, la dalle angevine, je ne sais pas si vous avez entendu l'expression pendant la diffusion du match en direct. C'est une expression spécifique du SCO d'Angers qui décrit finalement quand Angers allait un petit peu mieux, ils allaient chercher un peu leur trip et ça s'appelait, ils avaient la dalle, c'était la fameuse dalle angevine. Donc, c'est ce qu'on a un peu vécu dans cette deuxième mi-temps. On a vu qu'ils ont eu tout de suite un peu plus faim en deuxième mi-temps qu'en première et c'est ce qui a finalement scellé le sort du match. Monsieur Big Data, est-ce que tu veux nous faire parler statistiques? Tu les as préparées ou tu as fait le fainéant? Exactement, elles sont là, elles sont là. Au niveau, bon, on va commencer par les tirs. Déjà, il y a 5 tirs cadrés de chaque côté. Mais du côté d'Angers, il y a 7 tirs. Donc, entre guillemets, plus de 66% de réussite. Et du côté du LOSC, qui est seulement 33% de réussite avec 15 tirs cadrés, seulement 5 cadrés. Au niveau de la possession, bon, comme d'habitude, Lille est à 66%. Champion 34. du monde. Champion de la possession. Exactement. Quel plaisir, quel Après, plaisir. et même au niveau des passes, on voit qu'au niveau des passes, on a 86% de précision de passe. C'est quand même incroyable. Alors Quel qu'Angers beau match de foot. Alors qu'Angers sont à 74%. On les a défoncés. Exactement. Et malheureusement, on les a pas défoncés. Les stats disent vraiment tout de ce match. C'est vrai. Même en carton jaune, on était meilleur, je pense. 3 cartons jaunes contre 2. On a 3 cartons jaunes à 2. Même là, on les a mis. Voilà, les stats sont très parlantes. Alors, on va commencer un premier tour de table. Vous connaissez le principe, votre sentiment général sur ce match. Ensuite, on fera les tops et les flops. Et ensuite, on appuiera sur quelques sujets en particulier. Alors, qui veut commencer par son sentiment général sur ce match? Moi, je veux bien commencer parce que je vais commencer. Ça va être bucolique, mon histoire, parce que j'étais à Angers. Tu étais présent à Angers, tout à fait. Ouais. Donc, c'est beau. Il fait chaud, il y a du soleil. On pique-nique dans un petit parc. La douceur angevine. Mais franchement, c'est pas un 20 mots, c'est vraiment ça. C'est une ville qui est très cool. C'est une ville qui est très paisible avec le Maine qui traverse la ville. C'est très joli. On a super bien mangé. Enfin, tout était sympa. On était une vingtaine de dogs de Paris là, à avoir fait le déplacement. J'ai oublié de préciser que le bistrot d'Alelos cette semaine était sponsorisé par l'Office du tourisme d'Angers. Je voulais juste le rappeler. Franchement, c'était hyper agréable. On a croisé des supporters du basket qui étaient là pour les filles du basket qui jouaient à Angers le même soir. Franchement, c'était sympa. On savait qu'on serait nombreux et on était vraiment très nombreux parce que ce parkage, finalement, où on était 500, ne peut pas contenir beaucoup plus de monde que ça. Et dans un stade quasiment vide, parce qu'ils annoncent 7700, mais ça comprend les abonnés. Et je peux vous dire que beaucoup d'abonnés étaient absents. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus de 4000, 4500 personnes. C'était un stade qui sonnait désespérément creux. Je ne sais pas ce que ça a donné à la télé, mais alors nous, on a vraiment eu l'impression de gagner le match parce qu'on a chanté tout le match. Je pense qu'on n'a entendu que nos chants et on les a défoncés, quoi. Donc, franchement, c'est un bon déplacement, c'est une jolie victoire et c'était un moment très agréable. Bon, ça c'est pour quand même regardé le match, rassure-moi. On a beaucoup chanté, donc quand on chante beaucoup, on ne voit pas tout le match. Parce que parfois on était dos, on a vraiment fait des jolis trucs, c'était très sympathique. Moi, ce que je retiens, c'est un faux rythme. C'est comme ça que je qualifierais ce match. J'ai vu des mecs un peu sur un rythme de sénateur et hormis finalement un Cabella que j'ai trouvé tout feu, tout flamme, en particulier en première mi-temps, qui était partout, qui a essayé de faire des trucs. J'ai trouvé que les autres manquaient d'idées, manquaient de jus, manquaient de percussion. Si on doit prendre un peu de recul face à un bloc aussi bas, parce que c'était pas un bus, Georges n'est pas là, donc je peux reprendre sa vanne. Il disait c'est complètement une double liane. C'est un Comines Lille qui avait en face du bus, en face du but, pardon. Face à un bloc aussi bas, tu as besoin de techniciens qui percutent. Et on sait que historiquement, ce qui fonctionne dans ce cas-là, c'est un Ounas, un Zegrova ou même un Ismaili qui déborde et qui a de la technique. Et c'est les 3 absents du moment. Donc c'est vrai que ça, je pense que ça a manqué. Mais je sais pas, moi, je les ai pas trouvés tueurs. On parlera peut-être de Bernardoni. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il fait un match de fou, Bernardoni, parce que les ballons, ils sont sur lui. La frappe de Gomez, où il a une reprise au 16-50,
Bah, le but, il est ouvert et il tire sur Bernardoni. La tête d'Alexandro, et franchement, c'est un caviar, ce coup franc de Cabella, il est magnifique. Il a juste à la foot dans le but, il la met sur Bernardoni, ou en tout cas pas très loin de lui. Et puis en fin de match, cette frappe en pivot de David en reprise de volée, il a remis sur Bernardoni. Donc c'est ça le problème, c'est que nos 3 plus grosses occasions, on cadre, hein, il a raison, Big Data, on cadre, mais on cadre tellement qu'elle est quasiment sur Bernardoni. Donc on a l'impression que Bernardoni fait un match de ouf, mais moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Et le sujet pour moi, c'est comment ça se fait qu'après une autocritique très juste de Chevalier après Lorient, qui dit on n'a rien montré, si on enlève l'exploit individuel d'Edon, franchement, on a super mal joué, on doit se remuer. Comment tu peux faire un match avec aussi peu d'intention et d'intensité? D'autant que Fonseca, a priori, c'est défendu, hein, a enlevé sa responsabilité sur ce match en disant « Moi, toute la semaine et encore dans le vestiaire avant le match, je vous ai prévenu que ce sera un match compliqué quand j'ai joué bien et que c'était un match piège. » Bah, ça avait tout du match piège et ça a été, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, deuxième mi-temps, les mecs, ils étaient là, ils se sont bougés. Bentaleb fait une grosse frappe là en deuxième mi-temps à un moment et Chevalier fait un gros arrêt. Et puis jusqu'à ce qu'on craque, quoi. Donc, une bonne après-midi angevine, on a bien rigolé, c'était un super moment pour nous, supporters, mais la haine de voir que les mecs sur le terrain n'ont pas été au niveau de ce qu'on a donné dans les tribunes, quoi. Alors, Christophe C, tu as l'air dépité. Tu as l'air dépité. Comment tu l'as vécu, ce match? Mais je l'ai vécu en replay parce que je n'ai pas eu l'occasion ni de faire le déplacement ni de le voir en direct. Alors, l'avantage du replay, c'est qu'on peut accélérer. J'avais l'impression que ça jouait vite, du coup. Mais c'était la seule façon de voir un match rapide. Et voilà, mais c'était tellement navrant. Alors, je vais développer les statistiques un peu de Baptiste parce que j'en ai pris d'autres en pensant aux supporters justement qui ont fait le déplacement. Alors, je les ai décomposés en 2 points. C'est-à-dire qu'il y a les déplacements comme Julien qui sont venus de Paris. Ça représente 3 heures de voiture, 30 € de carburant et 30 € de péage. L'aller-retour, 120 balles. C'est ce que j'ai payé. Merci, messieurs. Ensuite, il y a ceux qui sont partis de Lincel, près de chez moi, ici, là. C'est un petit peu plus, hein. On a un budget de 220 balles par personne. Bougez-vous quand même, un peu de respect pour ces gens qui font le déplacement. Si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux, s'il vous plaît. La prochaine fois, pensez-y un peu. Et on se pose la question, nous, d'organiser un petit déplacement entre nous, à Reims notamment. Mais si on y va, c'est pas pour le football, je pense, hein. Ce sera vraiment pour passer un moment entre nous d'amitié, de convivialité, de boire une petite coupe peut-être, mais sûrement pas pour le football, vu ce qu'on nous présente. On a frôlé le ridicule, je pense. On a frôlé le ridicule. On se posait la question depuis 1 an, 2 ans et encore récemment, on était face soi-disant fort contre les faibles. Mais là, on est devenu nul contre les nuls. On a inventé un nouveau concept. Donc, voilà mon ressenti, en fait. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est une analyse à la Julien Courbet. Hein. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis sûr que beaucoup te rejoignent. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires donc, sur les réseaux sociaux, sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allélos, qu'on reprendra comme d'habitude les plus pertinents pour alimenter nos échanges. On passe de Christophe C à Christophe D. Comment tu as vécu ce match contre Angers? Bah, je reprends un peu les mots de Julien, là, ça reprend tout le. Moi, j'ai vu à la télé, mais le match de campagne, quoi. Le stade, le petit stade, un petit soleil rasant, il fait bon, on voit bien que ça va bien, et on joue à 2 à l'heure, on se prend pour le PSG, quand on se dit, tiens, qu'on est fort, on va leur montrer. Regarde bien, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et puis, on est vraiment nuls. Hein. Je veux dire, après, on verra les tops et les flops. Mais il y a vraiment des joueurs qui ont fait vraiment un match de merde, mais comme d'un niveau, mais qu'on n'a jamais vu aussi bas depuis longtemps. Et une deuxième mi-temps où le commentateur sur Prime, il disait le LOSC est super lent en défense centrale. Si les mecs ils vont vite derrière, ils vont la mettre en danger. Et je veux dire, le commentateur sur Prime, c'était pas non plus, c'était pas Guardiola. Hein. Donc, je veux dire, tout le monde l'avait vu. C'était au Bragnac, je crois. Non, c'est pas lui qui dit ça. C'est un autre. Je sais plus lequel qui dit ça. C'est un autre. Et donc, du coup, ils ont fait ça. Et avec 2 balles derrière la défense, on était en danger, mais c'était la panique totale. Donc là, on se dit, mais à la limite, je veux dire, à quel moment on peut se mettre en danger comme ça contre une équipe comme Angers, quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que les gars, ils sont pas solidaires. Ils n'ont pas de projet de groupe. Ils n'ont pas envie de gagner cette Coupe d'Europe. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent et j'ai l'impression qu'ils jouent pour le beau. Et quand c'est pas beau, c'est pas grave, ils perdent et puis on passe à autre chose. La prochaine fois, ça sera beau. Et c'est très gênant, ce sentiment que j'ai
par rapport à cette équipe, et c'est pas la première fois cette année, hein, c'est qu'on joue, on fait le beau, et puis ça marche pas, on s'en fout, c'est pas grave, on passera à autre chose. La prochaine fois, ça ira mieux. Eh bien, Intéressant ce que tu dis, hein. Tu poses la question pourquoi on joue, pourquoi on gagne. Pardon, c'est ma marotte, ça renvoie au projet du club. Ah, mais c'est clair. Quoi, le projet du club? Et là, tu vois bien que ces mecs-là, tu as 2 mecs qui se bougent, en tout cas qui se font preuve d'autocritique, qui sont même durs dans leurs propos. Tu as Chevalier parce qu'il est picousé au club et tu vois bien à quel point il avait la haine, et sur les visages qu'on a vu se rapprocher de nous à la fin, c'était le seul à avoir la haine. Et avec un autre qui est venu s'excuser, qui a dit pardon, c'est Cabella. Mais les autres sont restés à distance, ne se sont pas trop approchés. Sympathiques, des bons garçons, bien gentils, et ils ne s'engueulent pas sur le terrain. Mais tu vois bien que le pourquoi, hein, le fameux pourquoi dans une entreprise tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te fait aller au turbin, etc. Ce why de Simon Sinek, je vous recommande cette conférence TEDx de Simon Sinek, le why, pourquoi on se bouge, il n'est pas là. Ah bah, c'est pas là, c'est quoi le projet, putain? C'est ce que je dis, c'est prochain match, on verra, peut-être que ça marchera. Et puis, si ça marche pas, ça sera le prochain. C'est vraiment ça. Et c'est drôle cette analyse que tu fais du problème du ballon en profondeur derrière notre défense. On a fait exactement les mêmes analyses la semaine dernière contre l'Orient. Exactement. C'est clair, c'est évident. Tout le monde l'a vu. Mais tout le monde nous écoute. Et tout le monde nous piège, du coup. Bon, c'est ça, il faudrait arrêter le bistrot lorsque si on veut se qualifier en Coupe d'Europe. On a trop d'auditeurs, c'est incroyable. Baptiste, en dehors des stats, comment tu as vécu ce match? Quel est ton sentiment? Est-ce que tu es aussi sévère que tes collègues piliers du bistrot? Sévère, je pourrais l'être, mais j'ai envie de dire limite que je m'y attendais. Malheureusement, je m'attendais à ce match-là. Je m'attendais à ce match-là, oui et non. Parce que c'est vrai qu'en arrivant, je me dis voilà, on joue Angers qui est dernier. Est-ce qu'on va se faciliter le match ou est-ce qu'on va rentrer dans un match qui va être totalement compliqué? Et on sait que le LOSC, à chaque fois qu'il joue une équipe qui est dernière, même l'année du titre, hein, on n'est pas foutu de gagner. Hein. Quand on est champion, on joue contre Nîmes, on récupère 1 ou 2 points. On joue Angers, on récupère 1 ou 2 points. On joue les équipes de bas de tableau, à chaque fois, on récupère 1 ou 2 points. Et je m'attendais vraiment à ce que ce match face à Angers soit un match piège. Et j'avais dit, si jamais on ne marquait pas avant la 30e minute de jeu, derrière le match serait totalement fermé parce que Angers a logiquement, fermé ses espaces. Malheureusement, c'est pas le football qu'on aime. Mais voilà, ils ont fermé les espaces et sur une bonne occasion, eh ben, ils ont ouvert le score. Et j'ai envie de dire limite logiquement, parce que Julien l'a dit tout à l'heure, de toute façon, nos seuls tirs, Bernardoni fait certes un bon match. Je pense que c'est son premier match bon depuis qu'il est à Angers, donc c'est-à-dire depuis 20 ans. Mais c'est vrai que c'est totalement horrible de se dire que on sort de ce stade avec 0 point d'une équipe qui n'a pas gagné depuis septembre 2022. Donc ça 23 matchs. C'est ça, 23 matchs. Le dernier match, c'était contre Nice qu'ils avaient gagné. Enfin, c'est totalement horrible. Et entre guillemets, je vais finir là-dessus, c'est qu'on a quand même, dans notre malheur, une chance. Rennes ne gagne pas face à Lyon, que Monaco fasse 2 contre Nantes, et que Nice perde contre le PSG. Donc, entre guillemets, on n'est pas à la rue par rapport à nos adversaires, mais on aurait pu faire une très, très, très belle opération pour la course à l'Europe. Il faut être complet. Il y a aussi Lyon qui revient à 5 points alors qu'ils étaient au diable vauvert. Donc, ça redevient un adversaire potentiel pour cette 5e place. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre place européenne que la 5e. Je crois que les équipes devant sont à la fois trop loin et on a démontré à plusieurs reprises qu'on n'a pas finalement la régularité et le niveau pour pouvoir les rattraper tous les 4. Donc, je vous ai senti en pleine forme. Alors, ça rejoint un peu les commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je vais citer notamment François qui dit, alors c'est pas moi, hein. On a François qui dit: on n'a ressenti aucune âme de révolte pendant le match. On voit Benjamin André qui râle, mais qui ne motive pas les troupes. Voilà, je vous propose de passer... Pardon, hein, mais j'ai vu un commentaire que je trouvais très chouette de Fred, tu l'as peut-être pas vu passer. Cette année, on n'a pas enchaîné plus de 3 victoires d'affilée. Si je ne me trompe pas, comment faire une série qui te permet de croire à l'Europe? C'est vraiment dommage, car vu les résultats de dimanche, on peut avoir énormément de regrets. Et c'est très juste. On sait que pour jouer l'Europe, il faut faire des séries. Il faut faire des séries de victoires, tu es obligé pour aller taper le top 5. Et on en a été incapable cette année. À chaque fois, on marque un coup d'arrêt à un moment ou un autre, ça s'arrête. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à être 3 ou 4, quoi. C'est vraiment cette absence de série. Tu peux prendre tous les clubs qui sont au-dessus de nous, Monaco, Marseille, Paris, bien sûr, Lens. Ce sont des clubs qui ont fait des séries, 4, 5, 6 matchs d'affilée où ils gagnaient.
Et on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Et d'ailleurs, pour rajouter aussi, quand tu parlais aujourd'hui de joueurs voilà, qui ramenaient à la raison, quand tu vois qu'à la 90e minute de jeu, c'est Chevalier qui en veut beaucoup plus que les autres et qui va dire à Fonte et Alexandro de se taire parce qu'ils sont en train de parler avec je sais pas qui, je sais pas quoi. À un moment, voilà, j'adore Chevalier. Il a que 21 ans et c'est lui qui prend le leadership, alors qu'il y en a d'autres sur le terrain qui devraient le prendre quand même. Et Chevalier qui passe les 2 dernières minutes dans les 16-50 adverses, qui est là parce qu'il y a un corner, puis des centres, et il reste là pour essayer de mettre sa tête et de marquer. Malgré l'opposition. Et pourtant, on est juste sur un match pour essayer, là, pourquoi? Pour prendre un point contre Angers, quoi. Le mec, il a la dalle. S'ils avaient tous la dalle comme Chevalier, mais on est deuxième. Ah bon, on est champion. C'est bien qu'il appelle pour dire rentre. C'est ça, Fonseca a essayé de le calmer pour le faire revenir dans ses buts. Enfin, on ne va pas polémiquer là-dessus. On reviendra sur Fonseca et son match aussi tout à l'heure, peut-être dans les tops et flops d'ailleurs qu'on va aborder tout de suite. Julien, je n'ai pas vu le commentaire que tu m'as mentionné. Si tu vois des commentaires qui m'échappent, n'hésite pas à compléter à chaque fois bien sûr. qu'on fait le point. Je suis obligé de recharger régulièrement, sinon j'en rate certains. Donc je reviens en arrière, je redémarre. C'est vrai que c'est pas très fluide là ce soir. Ouais, c'est vrai, c'est assez bizarre. Je ne le vois toujours pas, donc on verra. Bon, on va se compléter. Donc voilà, je vous propose de passer à vos tops et vos flops. Alors on va commencer par les Christophe. Christophe D, tes tops et tes flops pour ce match. Et puis aussi, si tu as repéré un joueur à Angers que tu veux mettre en avant. Top à Lille, on a dit, un Chevalier, parce qu'il est irréprochable. Même sur le but qu'il prend, il fait un super arrêt, il replonge derrière, et il n'y a pas un défenseur qui bouge. Il a failli l'avoir. Je vois ça. Ça, c'est vraiment, je vois rien. Et franchement, il est top, il ne faut vraiment pas le perdre. D'autres top à Lille, c'est compliqué. Moi, j'ai bien aimé les arrières d'elle, Wea et Goodmanson. Les arrières d'ailes. Et bienvenue dans les années 50. Nous jouons en WM avec des arrières d'ailes. Des arrières d'ailes, monsieur. Parce qu'ils défendent sur l'aile. Ils ne défendent pas au centre. Et c'est bien génial, j'adore. C'est bien ça le problème. Parce que s'ils défendaient au centre, on serait moins emmerdé. Tu vois, le problème, c'est qu'ils défendent trop sur l'aile. Mais après, les flops. Après pour les tops, je voudrais être complet. Hier, j'étais invité sur l'émission Cop Nord. On m'a demandé quel était mon top lillois. J'ai répondu que le meilleur joueur lillois sur le terrain samedi, c'était Ben Taleb, le milieu de terrain angevin, qui est né à Oisem. Et qui a... Angevin, oui, je suis sûr qu'il est angevin. Ouais. Qui est né à Oisem et qui a été formé dans ses premières années au LOSC. Voilà, c'est tout. Je te repasse la main, Christophe. Et donc, du coup, en flop, il y en a plein. Mais on va garder moi, Fonseca, c'est un gros flop. Parce que ces changements, ils sont dégueulasses. Comme un Virginius qui rentre. Virginius, je veux bien, mais il n'a pas fait une bonne rentrée depuis le début de la saison. À part les matchs amicaux, j'ai oublié les matchs amicaux, mais il n'a pas fait une bonne rentrée. Là, on est sur un match dégueulasse. On a besoin des mecs qui ont envie. Et on le fait rentrer lui, qui est content de faire un dribble, de faire un centre, il ne sait même pas où le met, mais rien à foutre. Je veux dire, le mental du gars, il n'est pas terrible. Et le coach, il doit le savoir que le mental du gars, il n'est pas terrible avant de le faire rentrer en jeu, quoi. Après, Bamba, il a été dégueulasse, mais d'une force. Putain, je ne crie pas sur Bamba d'habitude, mais là, il était nul, mais nul. Il a fait sa danse de la pluie avec son ballon devant le but, alors qu'il n'y a plus qu'à tirer. Enfin, mais je veux dire, pourquoi tu fais ça, quoi? Je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut un peu d'intelligence dans le jeu. Et là, il y en a manqué beaucoup. Et des flops, j'aurais donc Fonseca, et un flop aussi à David. Alors, je ne sais pas si c'est la coiffure, parce que moi, je suis un peu spécialiste en coiffure, comme vous pouvez le voir, mais pas comme John Pinto. Mais donc, du coup, David, ça fait quand même 2 matchs il est triste. Il a fait un match contre Lorient, il était dégueulasse. Et là, il a encore été une fois dégueulasse. Moi, les contrôles à 3 mètres, ça fait rire 2 secondes, mais à un moment donné, il faut quand même réussir à faire un contrôle qui t'oriente vers le but. Et ça, samedi, le match contre Angers, à un moment donné, quand tu as une défense serrée, si tu fais un contrôle correct, tu peux tirer. Si tu fais des contrôles à 2 mètres, tu peux jamais tirer. Il n'a jamais pu tirer. Et là, il y a quand même un joueur, on sait bien qu'il est bon. Il n'est pas concentré, il n'est pas, je sais pas ce que c'est. Et après, du niveau Angers, j'ai bien aimé le mec qui rentre en jeu, qui nous a bien cassé les burnes, à jouer partout sur le terrain. Ouais. Il était partout sur le terrain et il a joué arrière, attaquant, machin, et compagnie. J'ai bien aimé son envie à lui. Au moins, lui, il avait envie de gagner. Il n'était pas comme nous. Ouais, c'est le Wea d'Angers. S'il joue arrière latéral, attaquant, milieu.
D'ailleurs, Là, pendant le match, il jouait allié droit, arrière gauche. Hein. Il était partout sur le terrain. Ouais. Moi, Après, le placement, on peut discuter, mais de l'envie, c'était beau. alors moi, je voudrais quand même revenir sur justement ce remplacement de l'entraîneur angevin. J'ai plus son nom en tête, c'est Christophe, je sais pas quoi. Alexandre Ah non, Dujeu, c'est pas ça? Alexandre Dujeune, ouais. Alexandre Dujeu. Alexandre Dujeu, il fait 5 remplacements, dont 2 qui sont décisifs sur le but. Nous, on fait 2 remplacements. Alors, on l'a cité tout à l'heure, Mohamed Bayo, Virginius. Il a joué. J'oublie toujours son nom, Virginius, parce qu'il a tellement été invisible sur le match que j'ai du mal à retenir son nom. Où sont passés Diakité, Carlos Baleba, qu'on ne voit plus. Alors, Diakité, il revient de blessure. Il revient de blessure. Carlos Baleba, ça fait des mois. Ça fait 2 mois qu'on ne le voit plus du tout. Alors que sur ce match-là, il aurait eu un profil intéressant, quitte à sortir André. Pourquoi pas le remplacer par Baleba Non, même André Gomez. André Gomez, c'était encore pire. Hein. Mais oui, André Gomez, pour ne pas déséquilibrer l'équipe. Donc, mais surtout que Baleba, hormis des excès d'engagement, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Il est ultra fort, ultra technique, il ne se fait pas bouger quand il est à la récup. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Il prend les ballons, à chaque fois, c'est pour aller devant et les bonifier. Pour moi, c'est lunaire que quand tu sors un Benjamin André ou un André Gomez, ce ne soit pas Baleba qui rentre. Tu gardes ton système de jeu et tu fais rentrer un mec un poil plus offensif, mais au même poste, et qui apporte surtout du jus. Le mec, il a un jus de malade, il court vite. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est un grand mystère de cette saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'entraînement ou dans le groupe. Il y a certainement quelque chose. Hein. Je ne peux pas trouver d'autres explications, mais il faudrait qu'à un moment, on en parle. Il y avait un article dans La Voix des Sports cette semaine qui disait, oui, c'est le fait les blessés, il est obligé de faire jouer les mêmes joueurs, il commence à être fatigué. Mais non, il n'est pas obligé de faire jouer les mêmes joueurs. Il n'utilise pas toutes ses cartouches. Donc, à un moment, il faut assumer les choses. C'est pourquoi on ne fait que 2 remplaçants sur un match comme celui-là où, pendant toute la deuxième mi-temps, on a complètement perdu pied face à des Angevins qui revenaient et qui nous mettaient en difficulté. Il faudra qu'on m'explique. Voilà. C'était mon coup de gueule du moment. Je vais pouvoir vous repasser Oui. On a perdu pied en juin. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Et alors, ça me fait penser qu'on a aussi perdu Zedalka en janvier, qu'on l'a pas remplacé, ce qui aurait peut-être aussi été une solution de rechange pour le turnover. Christophe C. Est-ce que faire mieux que dégueulasse et burne? Voilà. Est-ce que tu peux te lancer dans tes tops et tes flops? Oui, le top, Christophe l'a cité. J'ai le même que lui. De toute façon, celui qui ne le cite pas fait une faute professionnelle. Donc, Chevalier, forcément. Après, j'ai dit Ben Taleb. Hein. Ouais, parce que toi, tu es un faux derche, mais j'ai placé derche, du coup. Après, dans mes flops, j'en ai quelques-uns. Moi, j'ai une belle petite liste. Hein, donc, j'ai pas mis des notes comme dans beaucoup de journaux. J'ai mis Fonte parce qu'il est nul sur ce match. Bon, comme souvent en ce moment. J'ai mis André Gomez parce qu'il est nul. J'ai mis mon joueur préféré, Joe David. Il est très nul sur ce match. J'ai mis Joe Bamba, il est archi nul. Mais là, on a du 5 étoiles. Et alors après, là, toi qui adore le cinéma, François, j'ai la palme d'or, là, la palme d'or du ridicule. Le passement Jean Ventouche, Virginius. J'ai dû écrire son nom parce que je le retiens jamais, mais là, je vais le retenir, je peux t'assurer, parce que là, le passement Jean Ventouche, alors là, c'est du haut niveau, là. Alors là, on touche les étoiles, là, hein. Et ensuite, je vais m'attaquer à un autre phénomène encore. Là, c'est plus la palme d'or. Là, c'est le hot d'or parce qu'il nous l'a fait à l'envers depuis pas mal de temps maintenant. Monsieur Fonseca, je suis d'accord avec toi, François. Il se fout de notre gueule depuis pas mal de temps. Mais là, vraiment, le changement, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas parce qu'on fait rentrer 2 attaquants, en tout cas 2 joueurs offensifs, qu'on va être plus dangereux. Surtout pour sortir Benjamin André, qui a fait son match comme d'habitude, même s'il n'a pas apporté autant que d'habitude. Et puis alors, Bamba, là, je peux pas lui retirer, ça c'était une bonne idée. Pour une fois qu'il voit quelque chose, mais il nous fait rentrer Bayo. Alors, on réclamait Bayo parce que quand il rentrait, il marquait un but, mais là c'est fini. Je pense que sa période de fast, c'est 2 buts, c'est mort, c'est fini. Là, on n'aura plus rien de lui. On n'aura plus rien cette année, c'est mort avec Bayo. Et puis Virginius, il peut rester sur le banc de touche la prochaine fois. Donc là, vraiment.
Je vois pas ce que je peux apporter d'autre de plus en analyse critique. Tout en modération. Tout en modération. Ben, écoute, c'est parfait. On a des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, José David qui nous dit, David, il faut qu'il remette sa coupe de cheveux de départ car il est peut-être déboussolé. Donc Mais c'est vrai, hein, c'est une cata de petite tresse. C'est vrai. Et Pierre-Ambroise qui demande, Julien, est-ce que tu as un mot pour Bamba? Bon, on va en parler tout de suite. Et on a Pierre-Ambroise toujours, François qui pousse un coup de gueule, là ça va vraiment mal. Donc c'est un bon baromètre. C'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais bon, bref. Julien, alors justement, est-ce que tu as des tops et des flops? Est-ce que tu as mis Bamba dans tes tops ou dans tes flops? Ah, Bamba, toujours dans mes tops, hein, c'est impossible de le mettre ailleurs. Non, je déconne, Pierre-Ambroise, je l'ai mis dans mes flops. Dans mes tops, j'ai Cabella. Hein, moi, j'ai Cabella, encore une fois, son attitude, son envie. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a produit. J'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce garçon. Chevalier pour ce gros arrêt sur Ben Taleb, la 64e. C'était le gros arrêt à sortir, il a fait. Et Viox l'a dit, sur le but, il est à ça de ne pas le prendre et tout seul comme un grand, alors que c'est hyper dur. Donc, c'est monstrueux la vitesse à laquelle il se relève. Et mon troisième top, c'est Justin Kalumba, qui est un Lillois et qui fait son match à 18 ans, piston gauche, un mec qu'on a laissé partir. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer à Lille? Alors, sur ce match-là, oui. Après, à plus long terme, je ne sais pas. Mais apparemment, on avait un bon petit joueur, tu vois, en plus polyvalent, parce que c'est un garçon qui est plutôt ailier gauche, quoi. Hein, et là, qui se retrouve piston gauche au poste de défenseur et qui n'a pas été trop embêté, hein, le garçon. Ça s'est plutôt bien passé. Mais il n'était pas très bridé pendant le match. Hein. Non. Donc voilà, 18 ans. Juste un bridé. Deuxième titularisation. Je l'ai eu. Deuxième titularisation, 18 ans. Justin Kalumba qui joue encore en moins de 19 l'an dernier à Lille. Dans les flops, Jonathan Bamba qui fait un match indigne. Voilà, il fait vraiment un mauvais match. Et pourtant, Dieu sait si je le défends pour son énergie, pour sa solidarité et la compensation qu'il peut faire avec les latéraux. Mais là, c'est juste pas possible, quoi. Autant de médiocrité dans les passes, dans les dribbles, là, c'est impardonnable. Il fait vraiment à mon sens, son plus mauvais match de la saison de loin. Jonathan David, c'est une vraie déception de voir à quel point il a manqué. Il court, hein, comme d'habitude, hein. Il court, mais il y a un vrai manque de conviction et de saignant. Il est peut-être simplement fatigué, hein, donc on ne peut pas non plus trop lui en vouloir. Il y a énormément de responsabilités sur les épaules, finalement, parce qu'avec... on touche du doigt la médiocrité de Bayo avec ce qui arrive à David. C'est-à-dire qu'il n'a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Jonathan David, il n'est pas en danger quand Mohamed Bayo est sur le banc. Il est nul, Bayo. Quand il est rentré, il nous a quasiment rien montré. Virginius, catastrophique à chaque fois qu'il rentre. Donc voilà. Et ce qui fait que mon dernier flop, c'est Paulo Fonseca. Et j'irai un peu plus loin dans l'analyse pour vous dire que moi, j'ai simplement vu, et je l'ai vu sur les visages peut-être plus que vous à la télé, j'ai vu la gueule des mecs quand il fait sortir Gomez, André, 2 milieux de terrain, pour Bayo, Virginius, 2 attaquants de pointe. Ils étaient perdus. Il a complètement déstructuré son assise défensive. Les mecs, ils ne savaient plus où ils étaient. On a commencé à se faire bouger. Et forcément, il y a un moment, ça aboutit à un but. Et pourquoi je vous dis que je vais plus loin? Parce que ça m'a rappelé complètement les changements contre Paris, où il fait rentrer Virginius et certes Baleba, mais souvenez-vous que Baleba contre Paris, il joue 9,5. Il ne joue pas en sentinelle, il le fait jouer attaquant. Et comme d'habitude, il avait sorti un arrière, un milieu défensif pour faire rentrer Baleba en 9,5 et Virginius attaquant. C'est du délire. Donc, je pense que c'est un truc, je crois que j'ai déjà dit, c'est un bon entraîneur. Il entraîne bien la semaine. Il a des compos plutôt sympas en début de match. Mais alors, quand il faut coacher, du terme coaching, faire des remplacements, c'est Waterloo, morne pleine. Le mec, c'est que des mauvais choix et il arrive à désorganiser un bloc qui tient plutôt bien malgré tout. Parce que, ouais, il y a des occasions, mais ça reste quand même faiblard, quoi. Parce qu'hormis cette frappe à la 64e de Ben Taleb, il ne s'est rien passé en vrai de la part d'Angers. Il n'a pas été dangereux. Et donc, voilà, quand on fait le parallèle avec Paris à la 69e,
on menait 3-2, il fait ses 2 changements, on prend un but de Mbappé, on prend un but de Messi, on perd le match. Pour moi, c'est le revival de Paris. Et c'est rigolo de voir que c'est sur les deux extrêmes. Le premier et le dernier, les mêmes causes ont permis les mêmes conséquences, quoi. C'est là que tu vas loin, quoi. Ouais, je sais, mais moi j'ai vu la même chose. C'est 2 matchs où j'étais au stade en plus, donc j'ai l'impression de revivre le même truc, quoi. En fait, tu mets tout sur le dos de Fonseca, mais est-ce que ce serait pas toi le chat noir, hein? Ah, ça va, ça. Depuis ce week-end, tout le monde me le dit que je suis le chat noir. On me demande d'arrêter les déplacements. Alors ouais, on va passer la parole à Baptiste, mais il y a aussi un point qui m'a énervé sur les propos de Fonseca, c'est le côté de se défausser en disant j'ai prévenu les joueurs que ça allait être un match difficile. Alors, il le dit avant, après le match, c'est tout. Oui. C'est bien de dire ça aux joueurs, il faut peut-être aussi leur expliquer c'est quoi le plan B si ça marche pas, quoi. Genre, c'est ça l'essentiel de l'entraîneur. Et je te rejoins, hein. Le projet de jeu de Fonseca, on ne peut pas le nier, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de conviction, de bonnes vibes, de conviction. Mais c'est vrai que tactiquement, à court terme, sur un match, il a déjà démontré à plusieurs reprises ses limites quand il est face à des entraîneurs de renom. C'était Galtier, c'était Laurent Blanc contre Lyon, c'était un peu moins renommé, donc du jeu contre Angers. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. On ne se souvient pas de son nom. En l'occurrence, du jeu était l'ennemi du jeu, donc c'était comme ça. Donc, il a montré ses limites sur la partie coaching, finalement, la coaching à court terme pendant le match. Et ça, c'est quelque chose où il faudra vraiment trouver un axe d'amélioration pour la fin de la saison, et en tout cas pour la saison prochaine, s'il doit rester entraîneur du LOSC. Est-ce que ses limites n'étaient pas déjà dans son palmarès, de toute façon, à la limite? On l'aurait vu si ça avait été un grand coach. Il aurait un palmarès. Il a un palmarès. Après, il a entraîné en Ukraine, il a entraîné au Portugal. Il a gagné en Ukraine. Hein. L'élite de palmarès, François, c'est ça qui compte à la fin. Le LOSC, on retient les 2 derniers titres de champion. Lens n'a pas de titre de champion récemment. On retient ça. Moi, je le retiens. Fonseca a quoi comme ligne de palmarès? Je pense que c'est assez léger, à part un titre portugais. Et des titres ukrainiens. Il a ukrainien d'un championnat mineur. Après, c'est vrai que l'Ukraine, si tu entraînes le Shakhtar Donetsk, si tu n'es pas champion, c'est que tu es vraiment mauvais. C'est le PSG local. En gros, tu as le club avec le plus gros budget, tu dois gagner. Et si tu changes 5 joueurs, c'est pas grave si tu te trompes. Ils avaient les meilleurs. C'est un peu plus compliqué à lire, je crois. Mais les grands entraîneurs n'ont pas forcément de grands palmarès. Regarde celui d'Atiche, par exemple, pour ne pas le citer. Justement, il personnalise les statistiques du football et la culture tactique du football depuis qu'il entraîne l'équipe première d'Atiche. Baptiste, quels sont tes tops et tes flops? Moi, déjà en top, je voudrais défendre mon collègue, mon ami Paulo Fonseca. Non, pas du tout. Non, mais aujourd'hui, j'entends ce que vous dites et je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Paulo Fonseca a montré ses limites, j'en suis entièrement d'accord. Mais sur ce match face à Angers, alors certes, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait rentrer Carlos Baleba, mais aujourd'hui, faire rentrer Virginius, comme l'a dit Christophe, il est nul, et faire rentrer Bayo, qui est encore plus nul, et faire rentrer, en fait, la limite de Paulo Fonseca, en fait, c'est plutôt son effectif. C'est son effectif, c'est se passer d'un joueur qui joue en attaque pour le mettre latéral droit parce qu'on n'a pas de latéral droit, c'est de se passer d'un ailier qui malheureusement du coup est latéral gauche qui est Goodmanson, c'est de prendre Virginius qui, comme tu dis, à chaque fois qu'il fait ses passements de jambes, il botte en touche ou alors il s'en mêle des pinceaux, et c'est de se passer de Bayo qui, à part mettre des frappes à 200 km/h en lucarne, ne fait pas grand-chose. Bon, c'est déjà bien. Il avait des solutions. Tu fais rentrer, comme il a fait au match d'avant, il fait rentrer Diakité, il fait monter Ouad d'un cran, et puis il y a la carte Baleba qui n'est jamais utilisée. Enfin, même, il y a une autre solution pour moi qui était beaucoup plus équilibrée et qui était beaucoup plus certaine, enfin sûre, c'était de faire rentrer Baleba à la place d'André Gomes, jouer avec Baleba et André en milieu de terrain, mettre Cabella d'un côté, Angel Gomez de l'autre, et jouer avec 2 attaquants, David et Bayo. Et à mon avis, là, tu es plus ou moins équilibré. Tu as 2 joueurs qui peuvent faire la différence devant, avec Bayo qui peut attaquer les ballons et David qui peut enfin jouer en retrait et faire ses contrôles à l'américaine aux 20 mètres où il est moins dangereux, où c'est moins dangereux, où il peut se mettre vraiment en danger. Et je pense que c'était, à mon avis, mieux dans l'équilibre, quoi. Je vous rappelle que Jonathan David joue, à partir du moment où il y a ces changements, numéro 10. Hein. Oui. Ouais, mais numéro 10 avec Bayo qui joue. Alors,
On m'a dit dans la tribune, il jouait numéro 10 en Belgique. C'est pas une surprise, il sait le faire. Il sait le faire. C'est son poste. Alors qu'ils auraient dû jouer à 2 devant. Bayo et David, 2 devant, en pesant sur la défense et 4 derrière, 4 milieux. Enfin, bon, à mon avis, c'est mon humble avis. Mais on peut peut-être être moins dur avec Fonseca et dire aussi que c'est l'incapacité des joueurs à changer de système. Parce que c'est ça qu'il fait finalement. Il propose un changement de système. Moi, je vous ai dit au match, j'ai vu les yeux des mecs, ils étaient perdus. Donc après, est-ce que c'est pas travailler à l'entraînement? Donc à ce moment-là, c'est de sa faute. Est-ce que c'est travailler à l'entraînement, mais ils l'intègrent pas et ils ont du mal à se mettre dans cette config-là, un Virginius Bayo et un Jonathan David en numéro 10, ce qui était quand même une première en match en tout cas. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Mais Virginius, il était à gauche en plus. Il n'était pas attaquant sur le terrain, il était plutôt à gauche. Ouais, mais il était tout le temps devant finalement. Oui, mais il y avait des trous énormes. Parce que tu en avais un qui était à gauche, qui était au milieu, l'autre qui ne savait pas bien si c'était deuxième attaquant ou pas. Et tu avais un énorme trou au milieu, quoi. Enfin, en tout cas, ces 20 dernières minutes, on voit que les mecs, ils sont perdus, ils y comprennent rien. Soit c'est l'entraîneur qui explique mal et qui ne les a pas préparés, soit c'est les joueurs qui ne comprennent pas. Mais c'est clair qu'il y a un problème. Et c'est clair aussi qu'il ne fait pas du poste pour poste. Et c'est clair qu'on a rencontré des équipes qui faisaient des bien meilleurs coachings que lui. Laurent Blanc, Lille Lyon. Hein. Alors on va poser la question aux internautes. Est-ce que vous êtes plutôt pour dire que Fonseca est responsable finalement de cette défaite, ou c'est plutôt les joueurs qui ne peuvent pas s'adapter à de nouveaux systèmes en fait? Est-ce que c'est #Fonseca, #DesFonseca, on l'avait déjà fait plusieurs fois. Donc vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Après, on essaiera de voir la tendance. Patrice répond à ça. Hein. Patrice, il dit Fonseca n'est pas sur le terrain. Si les joueurs prennent de haut l'adversaire et ne mettent pas d'intensité, il ne peut rien faire. Pendant 60 minutes, avant les changements, Fonseca n'est pas sur le terrain. Hein. Pendant 60 minutes, les joueurs doivent être au moins un ou deux. Après, oui, on peut taper sur Fonseca au bout de les 30 dernières minutes dû à ces changements, mais pendant 60 minutes, malheureusement, ce n'est pas lui qui tire sans arrêt sur Bernardoni ou qui botte en touche chacun de ses ballons ou qui s'emmêle les pieds à faire, je cite, la danse de la pluie. Alors, est-ce que tu as d'autres top et flop à nous signaler, Baptiste? Non, je suis d'accord aussi avec tout à l'heure, par exemple, ce qu'a dit Julien au niveau d'Angers. C'est Justin Kalumba qui a été très, 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 très fort latéral gauche. Rappelons que cet homme a 18 ans et c'est vrai qu'il était chez nous encore il y a 2 ans, un super mec en plus. Donc, c'est dommage de ne pas l'avoir gardé. Et c'est vrai que ça aurait fait du bien en latéral gauche ou en latéral droit. Alors, donc Patrice sur les réseaux sociaux qui nous dit Fonseca n'est pas sur le terrain et si les joueurs prennent de haut l'adversaire et ne mettent pas d'intensité, il ne peut rien faire. Donc Patrice qui est plutôt Fonseca, #Fonseca, alors qu'on a entendu beaucoup de DesFonseca ici. Alors, par rapport à ce résultat finalement, dernier tour de table, vous l'analysez, on en a parlé du top et des flops, et c'est plutôt la forme des joueurs, c'est la fatigue, c'est la motivation. Est-ce que vous croyez que sur les prochains matchs, on a de quoi se reprendre pour sauver cette 5e place? Oui, Baptiste. Je me permets, parce que je viens de lire une nouvelle de l'équipe qui vient de tomber, c'est que Paulo Fonseca a supprimé les jours de repos des joueurs de Lille après la défaite à Angers. C'est-à-dire qu'ils ont dû reprendre directement. Donc ça, entre guillemets, ça prouve que Paulo Fonseca était vachement énervé. Et donc, je vois qu'il a supprimé la période de repos. Pas pour nous montrer tes cheveux gominés. Vas-y, recule, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment une horreur. Pas la suppression des jours de congé, mais les actes de cheveux de Baptiste. Bonne soirée. Allez, le loge, bonne soirée à tous. Heureusement qu'on n'a pas vu de bestiole. Le message de Baptiste, c'était du balai. Voilà. Donc, il est 21h20, donc il est déjà 21h20. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On a dit beaucoup de choses sur... Vous avez posé une question? Oui, j'ai posé une question. D'ailleurs, est-ce que vous voulez répondre? Allez-y, je vous écoute. Vous voulez que je la repose? Bah oui. Je vais la reposer. Donc, est-ce que finalement, cette défaite d'Angers, elle n'est pas symptomatique de l'état finalement de l'effectif lillois? Est-ce que c'est de la fatigue, de la motivation? On parlait des joueurs qui n'adhèrent pas au projet. Est-ce que c'est des problèmes de coaching de Fonseca? Est-ce qu'en gros, vous croyez encore à une qualification européenne? Et comment vous voyez finalement ces prochains matchs? Est-ce que vous croyez que la fin de saison s'approche? Ou est-ce que vous croyez encore finalement au minima cette 5e place? Est-ce que c'est pas aussi un moment où les joueurs commencent à penser chacun à leur gueule et à leur contrat et à leur avenir personnel plutôt qu'à un esprit de groupe?
Il y a quand même pas mal de gens, notamment Bamba, qui n'y est plus là. Et est-ce qu'il est en négociation de contrat pour une prolongation, pour un départ, ou juste il est déjà en train de faire ses valises et il réserve les billets d'avion? Est-ce que ça peut pas être ça aussi, la réponse à ta question? Bien sûr, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien? Je te Oui. vois dubitatif. Ouais. Ah bon. C'est toujours c'est de la spéculation quand on fait ça. Moi, c'est pour ça que je suis toujours un peu dubitatif parce que oui, c'est possible, mais on n'en sait rien vraiment. C'est difficile, c'est difficile à savoir. Non, moi, je reviens toujours au sens de ce qui est fait dans ce club et au sens du projet, quoi. Qu'est-ce qu'on leur vend à ces mecs? Quelle est l'ambition réelle du club? Quel mercato on a fait en janvier? On s'est appauvri. Euh, Bon, c'est quoi? C'est pour payer l'amende de Léao, les 20 millions d'euros qu'on doit. Alors, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle qu'on a appris la semaine dernière, hein, mais je sais pas. Il y a Francis Verdon qui dit on fait du beau jeu pour revendre nos joueurs et les supporters sont frustrés car on n'est jamais solide, serein. Ça renvoie au projet. Hein. Quand il dit ça, ça renvoie au projet, en effet. Hein. Il y a une sorte de manque de stabilité à être dans cette course toujours à aller revendre des joueurs, machin. Bon, après, c'est le foot moderne. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres clubs où ça se passe pas comme ça? Alors, tous les commentaires ont différé, c'est un peu désagréable, mais on revenait tout à l'heure sur le palmarès de Fonseca. Et c'est Patrice, je crois, qui nous dit on a été champion avec des entraîneurs sans palmarès, donc il le Oui, rappelle. bien sûr. C'est Euh, vrai. on a Fabien qui commente la suppression des jours de repos des joueurs du LOSC en disant bah, de toute façon, ils avaient pris un jour de repos samedi, donc Ils l'ont eu. elle est mignonne, celle-là, je l'aime bien. Et il faisait bon à Angers, hein, Il c'était faisait bon, agréable. Hein. la douceur angevine, La voilà, douceur angevine. ça s'est bien passé. Ils sont revenus avec un coup de soleil. Alors c'est vrai, on est revenu avec des coups de soleil, c'est vrai. Après, le fait de ne pas avoir de palmarès, comme le dit Patrice, n'a jamais empêché aussi des joueurs, des entraîneurs lillois de réussir à Lille, mais n'empêche qu'ils ne mettaient pas en avant non plus leur beau jeu, leurs préceptes, leurs concepts, et il se met quand même beaucoup en avant. On a quand même quelqu'un qui s'aime beaucoup, je pense. Donc, enfin voilà, c'est juste pour l'anecdote et revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on regarde les joueurs qui sont vraiment très très en dessous en ce moment, c'est Joe David dont on cherche un successeur et Bamba dont on parle d'une renouvellement de contrat ou prolongation. Donc il y a quand même de quoi s'interroger sur ces deux cas, en tout cas au moins. Alors Baptiste, tu t'interroges? Je m'interroge, je pense qu'il s'interroge plus que moi. Après, je suis totalement d'accord hein, sur le fait que les joueurs aujourd'hui vont penser, il reste 8 journées, ils vont penser à leur avenir. Quel est le projet aussi? Parce que la question, c'est plus une question de fond. Quel est le projet qu'on leur propose aujourd'hui à ces mecs-là? Est-ce qu'on a proposé une prolongation de contrat à Jonathan Bamba? Aujourd'hui, le seul projet qu'on leur a proposé en janvier, au niveau du mercato pour être ambitieux, c'est la prolongation de l'arrivée de Benoît Costil, pardon, pour remplacer Léo Jardim, mais c'est la prolongation de Benjamin André qui était, je crois, la seule grosse recrue du mercato. Alors, quand on axe notre mercato que sur la prolongation de Il y a eu Benjamin aussi la André prolongation de Lucas Chevalier. Et de Si Lucas je peux me Chevalier, tromper. ouais. et Lucas Chevalier aussi. Alors, c'est un beau projet. Je dis pas, mais est-ce que, entre guillemets, ces prolongations ne sont pas l'arbre qui, qui cache la forêt, entre guillemets, un petit peu? Est-ce que on parle de ces prolongations, allez hop, on les fait rapidement, un beau contrat, tu dis rien, et derrière, nous, notre projet, ben, on ne sait pas. Parce que Paulo Fonseca parlait au début de saison de 5 places, enfin de la 5e place. On est toujours potentiellement 5e, mais il va falloir assurer le carton. Est-ce que la 6e place ne serait pas un échec pour le LOSC et ne laisserait pas partir plus de joueurs que l'on penserait s'ils étaient 5e? Est-ce que si jamais nous étions 6e, est-ce que Paulo Fonseca sera encore là? Est-ce que Olivier Létang sera encore là? Est-ce que la confiance de Alessandro Barnabas serait encore d'actualité? Pour moi, 5, c'est jouable, hein, parce que devant, ça va tenir pour les 4 et que derrière, ils galèrent, quoi. Rennes-Lyon, c'est aussi régulier que nous, donc à celui qui est le plus ou moins irrégulier, si on continue notre rythme de victoire, un nul, de victoire, une défaite, machin, ça devrait tenir jusqu'au bout. Hein. Mais 5, mais pour jouer 5, et moi ça me saoule, je voulais jouer l'Europa League, pas la Conference League. Alors, on va revenir sur le débat. Tu as ici beaucoup d'amateurs de cette conférence Ligue. Moi, personnellement, j'ai très envie d'aller visiter la Slovaquie, la Slovénie et l'Azerbaïdjan. Je crois que c'est un rêve d'enfant. Donc, Christophe, est-ce que tu es d'accord avec moi, Christophe D? Et évidemment, mon passeport est en cours là. Je veux dire, j'ai déjà des beaux tampons là, mais là, ça va être génial. Non, mais après, à part moi, pour le LOSC, en début de saison, et vous pouvez regarder les émissions de début de saison, je disais, on finira entre 5 et 10, ou 5 et 8, je peux bien. Mais bon, je pensais jamais qu'on allait finir dans les premiers. On a
il y a pas d'âme dans cette équipe. Enfin, il y a pas la vie collective, il n'y a pas vraiment. Ce qu'on disait avec les contrats, machin compagnie, je pense que le but collectif, je vois pas, je vois vraiment pas. Si le but collectif, c'est de se faire des passes derrière, déjà Chevalier a déjà lâché, il a déjà dit ça fait chier, on perd des balles, à la con, on ferait mieux d'être plus sérieux. Donc même Chevalier, il se dit allez, jouer la passe-courte pour la passe-courte, c'est un peu con. Et il a raison. Il a raison. Si on veut être efficace, on s'adapte au jeu. On va dire que si on ne peut pas jouer la passe courte, on joue la passe longue. Et puis si on ne peut pas jouer la possession, on joue la transition. Sauf que nous, on a un entraîneur qui dit j'ai des principes, je suis le Guardiola du pauvre, et non, j'exagère un peu. Non, mais j'ai des principes, et je veux absolument jouer comme ça. Et moi, je trouve que tous les gens qui ont des principes comme ça super établis, ben, ils sont dangereux pour leur équipe, pour leur club. Parce que il y a des moments, alors après, c'était vraiment fort, hein. C'était au-dessus de tout le monde, le Guardiola de Messi, on va faire la leçon à tout le monde et voilà, on y va. Ça dure, c'est une fois depuis 30 ans, hein. Le reste, il faut s'adapter. Et je pense que le problème de Fonseca, c'est qu'il ne s'adapte pas assez à ce qu'il propose en face. Et donc, du coup, on se retrouve avec des principes à la con et à se buter à nos principes et à s'engueuler entre nous parce qu'on se dit, bah merde, ça marche pas, pourquoi? Quand j'ai vu la saute de Chevalier contre l'Orient, elle est quand même marquante. Enfin, je veux dire, quand le Chevalier sort du match contre l'Orient en disant, il y en a marre de perdre des ballons de merde à l'arrière, et je veux dire, il a tout dit sur ce qu'il pensait de ce principe à tout prix, quoi. À un moment donné, il faut savoir se dire, ben, le niveau qu'on a, ça nous impose ça, et puis si on doit jouer autrement, on joue autrement. Et donc, par rapport à ça, par rapport au principe qu'a Fonseca, je pense qu'on est sur un truc de qui tout double, ça passe ou ça casse, et on finira entre 5 et 8, et puis basta, on verra bien. Moi, je mettrais juste un bémol sur le fait qu'il ne serait pas favorable à ces relances en passe courte. Je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas si on l'a vu à la télé, mais nous, on l'a bien vu du stade. Il gueule en fin de match à un moment et il leur dit je veux bien vous faire des passes, mais démarquez-vous et donnez-moi des vraies solutions. Je pense qu'il gueule aussi plus parce qu'on le met dans des conditions difficiles et que les mecs ne font pas l'effort de se démarquer pour lui donner des bonnes solutions de relance. Je ne suis pas sûr que ça lui pose tant de problèmes que ça, ce jeu-là. En tout cas, sur ce que j'ai vu samedi, le moment où il gueule en fin de match, c'est vraiment pour ça. Et c'est le moment où il dégage en touche et il leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Vous ne me donnez pas de solution. » quoi. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est ce que je dis sur le côté pragmatique. Si tu peux jouer passe courte, tu joues passe courte. Si tu veux pas, tu joues passe longue. Sauf que là, on a un principe de jeu où on doit absolument jouer passe courte. Oui, le principe est supérieur au pragmatisme de la situation. Quitte à se mettre en danger sur des jeux de passe courte qui passent par le gardien, alors qu'il y a des attaquants autour de ça. Voilà. D'accord. Nous, ça nous rappelle le Bilcha avec le 3-3-3-1, et puis vas-y, passe la balle à ton voisin, et puis Inch'Allah, ça passe, quoi. Mais ça passait une fois de temps en temps, des fois, ça passait pas du tout, c'était super dangereux, quoi. Donc, bon, je pense que, franchement, il y a quand même, il faut que ça se parle pas assez dans l'équipe. Et on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit Fonte en flop, qui était dégueulasse. C'est vrai qu'elle était dégueulasse. Et on a un problème aussi de leader, quoi. Le leader de l'équipe, il n'est pas bon. Il n'est pas bon depuis le début de l'année. On voit bien qu'il n'est pas bon. Il demande une année de plus en plus de contrat. C'est compliqué hein, de devoir faire une équipe, un esprit d'équipe, avec un leader qui est en perdition, quoi. Bon, bref. Bon, c'est pas facile. C'est pas simple. Alors, dans les joueurs qui ont disparu, d'ailleurs, on n'a pas évoqué Lenny Yoro. Alors, peut-être qu'il passe son bac, hein, je ne sais pas. Son bac, c'est ma vanne, ça. Ouais, je sais, mais c'est pas forcément une vanne parce qu'il a aussi. Non, c'est pas une vanne. Il passe vraiment, son bac. Mais il a aussi disparu du turnover au profit d'Alexandro, qui d'ailleurs fait pas un mauvais match pour moi contre. Demande à Christophe. En tout cas, c'est pas le pire. Il est lent. En tout cas, il était là au match. Il est venu nous saluer et il est venu s'excuser alors qu'il n'est pas rentré. Il est venu nous voir. C'est un des mecs qui s'est approché le plus, Lenny. 17 ans, le gamin. Et il dit, on est désolé, les gars, pardon, machin. Franchement, Lenny et Chevalier, en tout cas les deux Lillois, c'est la grande classe. Hein. Sur ce sujet-là, le sujet de la motivation, de la solidarité dans le groupe, etc., le mec n'est pas rentré et il vient s'excuser en fin de match. Alors, je voulais énerver Christophe avec Alexandro. Il y a une chose qui est revenue suite à ce match et qui m'énerve toujours un peu, c'est la notion de faute professionnelle. J'ai toujours du mal avec cette notion de faute professionnelle après une défaite. C'est vraiment
c'est du sport, quoi. On peut perdre un match, hein, c'est le principe même. On a le droit. On a le droit de perdre un match. Il faut arrêter d'accuser les joueurs ou le staff de faute professionnelle par la moindre défaite. C'est vraiment exaspérant. Oui. Alors, par contre, il y a un truc qui. Pardon? Ils sont professionnels. S'ils font une faute, c'est une faute professionnelle. C'est vrai. Oh. Oh. Ah, mais on peut le voir aussi comme ça. Alors, mais les deux se défendent. Hein, les deux se Non. défendent. Alors, Moi, j'ai dit hier sur France Bleu Nord, je ne peux pas imaginer qu'il y ait un joueur français de Ligue 1, quand il rentre sur le terrain, il a envie de perdre. Donc, à partir de là, les mecs, ils ont envie de gagner. Donc, faute professionnelle, ça voudrait dire j'enlève les baskets, j'enlève les chaussettes et je me promène à pieds nus sur la pelouse. C'est sympa, il fait beau. La douceur angevine. Ils n'ont pas fait ça quand même, tu vois. C'est là où j'ai du mal, comme toi, avec la Christophe est en fait le Dupont-Moretti de la faute professionnelle. Hein, il veut la défendre. Laissons-lui le défendre. Par contre, il y a quelque chose qui m'a amusé, moi, sur ce match, en tout cas qui m'a interrogé. C'est les scènes de joie en fin de match du public et de l'équipe angevine suite à la victoire. J'ai trouvé ça, je ne vais pas dire mignon, mais en tout cas amusant, encourageant presque, hein, parce que c'était vraiment, on avait l'impression qu'ils avaient gagné le titre de champion. On avait l'impression de voir le LOSC à Angers il y a 2 ans, après le match qui sacrait le club. Comment vous avez trouvé ces scènes, cette démonstration de joie? C'est normal. C'est normal. Christophe C. Je suis d'accord avec Julien, c'est normal. Et de toute façon, c'est pareil, nous, l'année dernière, il y a un moment donné où tu bascules en plus dans la dérision. Donc, pour eux, c'est pas la Ligue des Champions qu'ils ont gagné. Ils ont gagné un match, il faut les comprendre. Et donc, forcément, tu es pas dans l'excès, mais dans l'euphorie. Je trouve mais ça plutôt plaisant pour eux et qu'ils aient pris un peu de plaisir cette année grâce au LOSC. On peut franchement être fiers de ça. Mince alors. Non, et puis on est généreux. Faut se mettre à donc, on nous annonce 7800. Sincèrement, ils n'étaient pas 5000. Donc, 5000 en Ligue 1, c'est un truc de fou. Le stade est magnifique. Hein, c'est un beau petit stade. Hein, il est fini maintenant, c'est un beau petit stade. Il y a des loges partout et tout. C'est vraiment sympa. Ils ont un président qui est poursuivi pour harcèlement et pour malversation financière qui va certainement terminer en prison. Il n'y a pas de repreneur. C'est certainement un club qui va finir en national à la fin de l'année. C'est à nouveau un de ces clubs. Moi, je lui vois un futur à la Sedan, Angers. Donc, tu as 11 points, tu n'as pas gagné depuis 23 matchs, tu gagnes contre Lille qui a été champion il y a 2 ans, et ben c'est normal que tu fasses la fête. Ouais. Tu sais que c'est peut-être une des dernières fois où tu vois une victoire en Ligue 1 dans ton stade. Et je peux te dire, pour avoir parlé avec 2-3 Angevins à la sortie, parce que c'est très sympa, hein, il n'y avait pas de violence, ils ont tous conscience de ça. Hein. Ils ont tous conscience de ça. Et depuis longtemps. Et ouais, ils ne se font pas d'illusions. Donc, tu gagnes contre une grosse équipe de Ligue 1, bah ouais, tu es plutôt content. Ce qui est manche, en revanche, les petites vannes sur Lens et tout. On a entendu, c'était à la marge, je pense. Hein. Il y avait quelques supporters. Alors moi, je trouve que c'est bien ces scènes de joie. Je partage votre sentiment parce que ça démontre finalement que dans un match de foot, le plus important, c'est pas le résultat, mais c'est l'émotion qui est suscitée par le match. Et c'est vrai que dernier, avec plus rien à espérer de ce championnat, voire des prochaines années du club, finalement, on se fait plaisir. Une victoire qui vient du Diable Vauvert, qui est méritée en plus. Hein. On ne peut pas dire que la victoire n'est pas méritée. Même si les statistiques vont pas dans le même sens, mais je crois qu'ils ont été la chercher en plus en changeant finalement leur style de jeu à la mi-temps. Donc on a bien vu qu'il y avait une remise en question et je trouve ça très bien finalement que tout le monde se prenne au jeu de cette victoire et la célèbre de cette façon. C'était des images qui étaient très sympathiques et qu'on espère voir plus souvent, notamment au LOSC. Ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup d'émotions et les émotions vont aussi parfois avec les points gagnés, pas forcément avec les roulettes et le beau jeu qui sert à rien. Voilà, j'ai poussé beaucoup de coups de gueule quand même pendant cette première partie d'émission. Tu n'as juste pas dit Joga Bonito, machin. Je suis surpris que tu ne l'aies pas sorti. Je ne l'ai pas dit parce que je voudrais pas lasser. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que cette semaine, je suis un peu énervé. Hein. Ça m'arrive pas tout le temps. Tu es dans l'émission et c'est ça qui est beau dans le foot, c'est qu'on est tous énervés parce qu'on a perdu un match de foot et on est dans l'émotion et on aurait fait l'émission la semaine prochaine, on aurait eu beaucoup plus de recul. D'ailleurs, je propose d'ailleurs qu'on fasse la fête, on monte tous dans la tribune et puis on chante et on sort les bouteilles de champagne pour célébrer cette magnifique défaite du LOSC à Angers, le dernier de la Ligue 1. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. On a largement évoqué le match d'Angers. Alors, je ne vois pas très bien les commentaires, j'aurais peut-être raté. Si, Capenoul qui est arrivé en cours d'émission, qui ne dit pas vu le match.
ni le début d'émission, et c'est tant mieux. Grosse colère. Il n'était pas, Capenou, il n'était pas à Angers Je l'ai pas vu, je l'ai pas croisé. Il était certainement là, mais je l'ai pas croisé. Bon, et voilà. Donc, on a peut-être raté. On était 500, on était nombreux. On ne s'est Oui, pas c'est tous vrai. vus. C'est vrai. Donc, j'ai peut-être raté des commentaires, hein, je suis désolé, mais n'hésitez pas quand même à les faire. On essaiera de les attraper au passage. Alors, sur le deuxième match, donc Montpellier, retour des Lillois en héros. Bien évidemment, c'est plus un clin d'œil à la région montpelliéraine qu'au dernier match du LOSC. Alors, on sera à la troisième étape de la première série d'échéances qui nous attendent d'ici la fin de l'année, les fameux matchs dits abordables. Donc, je vous rappelle, on avait Angers. on avait Angers, juste avant, on a reçu Lorient, on reçoit Montpellier, qui est peut-être l'adversaire le plus compliqué des cinq, et ensuite on ira à Auxerre, si je ne dis pas de bêtises, et on reçoit Ajaccio. Je ne sais pas si je les ai dans le bon ordre. Je fais sans notes et tout, donc comme ça, au talent. Ça devrait être bon, à peu près. Je fais la liste au talent. Et ensuite, donc, une deuxième série un peu plus compliquée avec des adversaires directs. J'ai en tête Monaco, j'ai en tête Marseille, j'ai en tête Troyes, ça c'était pour faire une blague. Et pour nous rappeler le dernier match à Troyes, dont Baptiste se souvient très bien. Magnifiquement. Même s'il avait eu du mal à supporter la pression de la section Lincel, à qui on avait fait le déplacement. Donc voilà, donc troisième étape de cette première phase de match contre Montpellier, qui est 13e avec 37 points, 11 victoires, 4 nuls, 5 défaites, un goal average de -4, 46 buts marqués, 50 buts encaissés. Et contre un Lille, toujours 5e, donc avec... Pardon ? 50 buts encaissés. Absolument. Donc, mais par contre, à Montpellier, qui va nettement mieux depuis l'arrivée de Derzakarian, donc à la tête de l'équipe, hein, qui est depuis le début de l'année, qui tourne sur un rythme quand même un peu plus intéressant. Ils étaient quasiment relégables à la mi-temps du championnat. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que vous ne savez pas du tout ce qui va se passer vu finalement le facteur X, l'inconnu, c'est le jeu lillois. Comment ça va se passer? Comment vous sentez cette rencontre qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, dimanche à 13h? Tu dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. J'en dis rarement. En plus, je les corrige moi-même. Christophe C., on va commencer par toi. Comment tu le sens, ce match? Comment tu veux qu'on réponde à cette question, vu les matchs qu'on produit et les montagnes russes qu'on vit depuis le début de saison? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a affaire non seulement à une équipe qui est un peu redynamisée par l'arrivée d'Derzakarian, comme tu viens de l'évoquer, mais en plus, il y a des joueurs talentueux dans cette équipe. Et en plus, ils ont un vrai gardien qui est revenu qui est venu chez eux, là, Lecomte, que j'apprécie beaucoup. Benjamin Lecomte, ancien. Lecomte est bon. Mais vraiment, il est passé peut-être à côté d'une plus grande carrière. Ce garçon, c'est un petit peu dommage quand on voit qu'on est allé chercher Costil. Costil est bon, Costil est bon. Alors ça marche pas. Je ne sais pas si Lecomte est bon, mais je vous rappelle que c'est lui qui a remplacé Gribic en tant que remplaçant à Atlético de Madrid. Donc, je ne sais pas si c'est une référence. Sacré sauce. Non, mais voilà, j'aurais préféré un Lecomte pour encadrer le Chevalier. Je pense qu'il aura encore progressé plus vite. C'est dommage. Après, il y a vraiment. Lecomte, le Chevalier, il manque que le Duc. C'est ça. Mais il y a quand même des joueurs chiants. C'est une noble cause, en tout cas, l'éducation de Chevalier. Enfin voilà, je vais vous citer Nordin, Ferry, Savanier et puis Cazerie. Voilà, rien qu'avec ce milieu de terrain-là, il y a de quoi nous emmerder et ça va être des joueurs chiants comme d'habitude. J'ai peur de ce match. Puis il y a aussi l'attaquant, le jeune attaquant, là, Eli Wahi, qui est aussi la révélation de cette partie de saison. C'est lui qui marque d'ailleurs le dernier match là. Ouais, c'est vieux que si c'est barré, on peut plus. Ça, c'est les problèmes de vessie à cet âge-là. D'ailleurs, Eli Wahi, je vais faire une blague à la Georges. Eli Wahi est tellement bon qu'il a déjà sa rue à Tourcoing. C'est vrai. C'est vrai. Il faut être tourquenois pour la comprendre. Je suis désolé, Baptiste, là, je te sens dubitatif, hein, mais bon, on t'expliquera dans le débrief. Faut être du coin. Ouais, faut être du coin. Oui, puis après, on a un petit retour d'un joueur sympa. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais Sako, c'est quand même un spécimen rare encore dans notre championnat, un peu monument historique. Donc voilà, c'est le pendant de Fonte.
Donc, Mamadou, ouais. Il était titulaire au dernier match, si je ne dis pas de C'est ça, bêtises. ouais. Il était déjà titulaire au dernier match. Donc, effectivement, il a de fortes chances qu'on puisse voir Sakho et sa coupe de cheveux. Je ne connais pas sa coupe de cheveux, comment elle est maintenant, mais il a toujours eu des coupes de cheveux aussi atypiques que celles de Baptiste ce Vous soir. n'en avez pas marre avec les coupes de cheveux, non mais c'est discriminant. C'est toi qui as commencé. Enfin non, c'est Jonathan David qui a commencé, mais c'est C'est toi vrai. qui as continué. Jonathan David les a enlevés d'ailleurs. On a vu C'est la bien, photo bah, c'est aujourd'hui, très les a bien. Il a raison. enlevés. C'est moi qui ai pris le relais. Alors, il vient de commencer une carrière d'entraîneur et il a déjà gagné une coupe. Baptiste, ton avis sur ce match de Montpellier? Match qui va être compliqué parce que depuis l'arrivée de Zakarian, si je dis pas de bêtises, quand on regarde au niveau du classement depuis l'arrivée de Michel, parce que c'est un collègue aussi, il doit être dans les 3 premiers. Il doit être dans les 3 premiers si je dis pas de bêtises. Donc Montpellier revient vraiment, vraiment en forme. C'est vrai que leur entraîneur passé, Romain Duris, il était plus un arnaqueur qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'il avait pas été bon. Non, mais ça va être un match, franchement, je pense, compliqué. Après, c'est un match qui aussi se déroule à 13h, avec, on sait, une période de Ramadan. Donc, ça va être compliqué aussi des deux côtés. Ça, c'est un petit bémol aussi. Je pense que la force qu'a va avoir Lille, ouais, je vais finir là-dessus, c'est que Zegrova risque de revenir. Il va y avoir encore le retour d'Ismaïli. Alors, je sais pas s'il sera prêt pour 90 minutes, mais du moins, il pourra jouer une petite demi-heure. Donc, ça sera de beaux retours et ça nous permettra d'avoir de beaux remplacements si jamais. En tout cas, si on peut se passer de Virginius et de Bayo, moi, ça me va. Des Et pas remplaçants. plus de 2 remplacements. Pas plus de deux. Voilà. Exactement. Il faudra choisir parmi Et- deux pour avoir des remplaçants percutants. C'est le gouvernement qui décide. Il faut des contrats. Voilà, tu veux dire que le choix des joueurs se fait par 49-3 par Fonseca, c'est Exactement, ça? c'est comme pendant le Covid, il fallait un bon de sortie. Bah, il y en a, c'était 1 heure de sortie de jogging. Là, c'est 2 joueurs maximum remplacés au LOSC. Si plus, vous prenez d'amende. Alors, il s'est absenté pendant quelques minutes. On ne va pas lui demander ce qu'il est parti faire, mais on va lui demander comment il ressent ce futur match contre Montpellier. Christophe, qu'est-ce que tu penses de ce match? Bah, c'est ce que je disais au début, moi, un match n'est pas l'autre, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Ça peut être un match merveilleux avec une attaque de feu ça fait plaisir. Et ça peut être un match à chier comme les 2 derniers matchs, quoi. Donc, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas à l'avance ce que le LOSC va produire. Le sentiment que j'ai, quand même, parce que je suis un naturel optimiste, c'est que, c'est que les joueurs ont dû apprendre contre Angers, quoi. Et, euh, et j'espère que l'entraîneur a appris aussi. Je veux dire, il y a des joueurs qui ont quand même un peu failli sur ce match-là, qui n'ont pas montré grand-chose. Il faut peut-être leur donner un message, leur dire, bon, voilà, si t'es pas au rendez-vous, tu joues pas le match après, quoi. Et ça serait intéressant de voir, ça va être intéressant de voir comment on va démarrer ce match-là, si on a bien compris ça. Et puis, la faille qu'on a, en défense, on a quand même un manque de vitesse évident. Enfin, pas sur les côtés. Hein. Sur les côtés, on est même trop rapide. À la limite, on va trop devant, on va pas trop vite devant. Mais en défense centrale, on a quand même un manque de vitesse évident. Et je pense qu'il faut trouver une solution. Et la solution, pour moi, elle est liée à Euro. Les Euro Ou Diakité, pourquoi pas? Ou Diakité, pourquoi pas, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai, pourquoi pas Diakité. Enfin, en tout cas, il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut changer quelque chose en défense centrale parce que tout le monde l'a vu qu'on était super lent. Alors, Alexandro, je sais bien que j'ai déjà dit pour quelque chose sur Alexandro. Il a des qualités, ce gars. Alors, humainement, en plus, il a l'air génial. Bah, tu veux mettre Diallo? Tu veux mettre Diallo? Il est lent. Diallo. Non, mais il est vraiment lent, en fait. Donc, le problème, c'est ça, c'est que tu peux pas. T'as déjà un défenseur qui est très, très lent, qui est déjà notre capitaine, et comme je disais tout à l'heure, il est un peu en perdition. Enfin, moi, voilà, c'est un peu compliqué, mais on a beaucoup aimé Fonte, mais là, on voit bien qu'il n'y est plus, quoi. Et pour moi, en fait, si on démarre le match de Montpellier avec Fonte et Bamba, on met aucun message au groupe. Voilà. On dit au groupe, vous pouvez être nul comme vous voulez, si vous avez un statut, vous jouez, quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je veux dire. Bon voilà, on verra bien quelle sera l'équipe qui démarrera le match. Mais il y a des messages qu'il faut faire passer, quoi. Même André Gomes, à la limite. Hein. André Gomes, il fait un match pas terrible à Angers. Il se démène pas des masses. Pour moi, il doit pas démarrer ce match-là non plus, quoi.
Et si on ne fait pas passer un message, bah, ça veut dire que la prochaine fois, on va finir la saison en roue libre. Et puis nos cadors, entre guillemets, resteront des cadors, resteront à leur place. Et puis on finira la saison comme ça. Moi, je pense qu'il y a des messages à faire passer. On verra bien s'ils vont être passés ou bien pas. Bah, il en a déjà fait passer un en annulant les jours de repos. Peut-être, mais j'attends la compo d'avant-match, quoi. Ouais. Si Bamba démarre le prochain match, je comprends pas. Si Font démarre le prochain match, même je comprends pas. Parce qu'il est vraiment en dessous, on voit bien qu'il est pas au niveau. Enfin, on est au niveau L1, quoi. Je veux dire, on fait plaisir au mec de 38 ans, mais enfin, voilà, enfin, on a vu Dante, il est encore là. Dante Bonfin, il fait encore des matchs à son âge, quoi. Mais Parce qu'il était élevé au Celtic, c'est pour ça. voilà, il a été élevé autrement. Mais l'un n'est pas l'autre, quoi. Et là, je pense que franchement, enfin, après, c'est peut-être que dans 2 matchs, il ira mieux, hein, mais ça fait 2 matchs, il est perdu, il est trop lent. Et je veux dire, c'est quand même le capitaine, le mec qui insulte quelque chose, il n'insulte rien. Hein. Tout le monde le regarde, dire écoute, t'as la rue, tu me parleras un autre jour, quoi. C'est le problème, hein, c'est le football. Hein. Moi, je te trouve un peu radical juste sur l'analyse où on considérerait que parce qu'on a fait un mauvais match, on ne joue pas la semaine suivante, sauf que derrière, tu as toute une semaine d'entraînement et un Bamba, s'il se remet la tête en avant dans le bon sens et qui fait une super semaine d'entraînement, bah, quand tu es le coach, tu es là et tu fais je vais le faire jouer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a juste ce bémol-là que je mettrais dans ce que tu dis. Sauf que ce n'est pas un mauvais match. Ça fait au moins deux. On a un débat entre Christophe et Julien. Est-ce qu'il faut déboulonner les statuts? Je voulais quand même la placer, celle-là. Julien. Bon, je pense qu'il faut me donner un signal. Okay. Julien, en dehors de ça, comment tu le sens, ce match de Montpellier? Montpellier est bon, hein, ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas perdu, c'est beaucoup, hein, série de 8 matchs sans perdre, c'est costaud. Après, ils n'ont pas perdu en jouant que contre des petits clubs. Ils ont joué que contre des clubs pourris depuis 8 matchs, donc ils viennent vraiment de traverser une période faste. Ils gagnent contre Brest, contre Troyes, contre Lens, contre Angers, contre Ajaccio, contre Clermont, contre Marseille et contre Toulouse. Des clubs de merde. Contre Brest, ils font pas nul? Si, mais ils perdent pas, je veux dire. Ils perdent pas, c'est ça. La défaite, c'est le dernier match, c'est contre Toulouse, à domicile. C'est ça. Qui marche sur l'eau en ce moment. Les Toulousains marchent sur l'eau. Donc, hormis ça, ils gagnent que contre des clubs bidons. Donc, après, à savoir, est-ce qu'on a un club bidon ou pas, quoi? C'est ça le sujet. Vous avez 2 heures. Voilà, alors on a quelques réactions sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tout s'est débloqué d'un seul coup, mais j'ai quelques commentaires. Donc Capenoul qui nous dit « J'ai osé critiquer Fonseca au mois d'août. Je me suis fait insulter de partout. » Pas par moi, hein, au mois d'août, après le match du PSG, je lui avais déjà donné une part de responsabilité à Fonseca. Hein. Non, peut-être sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a une sorte de fantasme parce qu'il est beau gosse, il est portugais, machin. Moi, j'y réfléchissais encore la semaine dernière en me disant, c'est quand même dégueulasse les torrents de merde qu'a pris Gourvenec dans la gueule. C'est clair. Et aujourd'hui, la mansuétude dont bénéficie Fonseca. C'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer finalement. Alors oui, on prend plus de plaisir à voir jouer Lille, ça c'est une réalité, ok, globalement. Alors sauf ce match contre Angers, mais globalement ça joue bien. Mais on est quand même en train de se pignoler sur de la possession, quoi. Oui, mais Fonseca a une belle coupe de cheveux. Lui. Alors, Capenoul qui enchaîne, Fonseca critique les joueurs, mais ne fait que 2 changements, et encore à la 72e minute, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas leur reprocher d'être cramés si on ne les remplace pas. Toujours Capenoul qui est arrivé tard, mais qui est très bavard. Fonseca, c'est comme Bielsa, en début de saison à fond, et fin de saison, les joueurs sont cramés. Alors, pour ceux, Pierre-Ambroise... C'est pas mal comme analyse, c'est pas mal. Hein. C'est un jeu exigeant. Hein. Pierre-Ambroise qui nous dit également, alors pour ceux qui n'auraient pas regardé l'après-match, les joueurs angevins n'ont pas réussi à faire leur chant de la victoire, ils avaient oublié comment on faisait. Ils ont galéré. C'est vrai qu'ils ont galéré, c'était amusant. Et puis peut-être ce sont des joueurs qui ont une certaine forme d'humilité, parce qu'à Lens, par exemple, les chants de victoire, on n'oublie jamais de les faire. Chicoté. C'est bon, ça fait faire. Louisette, mais... Alors, Trifred, on attend les 3 points même sans la bannière.
Donc, punto bonito, je leur dis quand même, je ne l'ai pas encore fait cette semaine, pardon. Arnaud, Christophe, d'accord avec toi. Et Capenou, on a eu trop de matchs ratés cette saison. Alors, il est 21h52, on a pris l'antenne avec un peu de retard, mais on va la rendre bientôt. Il reste une formalité, le tour des pronostics. On a été extrêmement mauvais la semaine dernière. Oh là là là. D'ailleurs, on a souligné la qualité de ton pronostic, Julien, sur les réseaux sociaux. Catastrophique. Donc, oui. J'avais annoncé une déferlante de buts, 5-0. Je ne me rappelle plus, 5-0. Moi, j'ai les noms, je peux faire le replay si vous voulez. Je peux lancer la VAR. Je peux lancer la VAR sur les pronostics. Vous allez mourir. Alors, vous avez une occasion de vous racheter cette semaine. Quel est votre pronostic pour le match Lille-Montpellier? Alors, Christophe, vas-y, on va commencer par toi. 1-0, but de Baleba. C'est ambitieux comme pronostic. C'est ambitieux. Ça veut dire que Fonseca aurait retrouvé son papayou préféré. En tout cas, je signe tout de suite des deux mains. Julien, ça te faisait rire? Quel est ton pronostic? 1-0, but d'Alexandro sur corner, parce qu'il va bien falloir, à force de recevoir 1 ou 2 caviars par match sur la tête, peut-être qu'à un moment, il va en mettre une, quoi. Parce que là, c'était quand même, si vous revoyez ce coup franc, c'est quasiment un penalty quand tu as le ballon comme ça sur la tête et que tu as. Voilà, quoi. Bon, ça va rentrer, c'est pas possible autrement. Alors, n'hésitez pas à lancer vos pronostics sur les réseaux sociaux. Vous avez Trifred 2-1 pour Lille, Cabella et David. Et Fabien 1-2 pour Montpellier. Et il ne met pas les noms des buteurs parce qu'il a peur. Le LOSC a peur. Capenoul, c'est fini les pronostics. Il ne veut plus pronostiquer. Il renonce. C'est trop compliqué. Donc, on a eu le pronostic de Christophe. On a eu le pronostic de Julien. Baptiste, quel est ton pronostic pour ce Lille-Montpellier? Je vois bien 2-1 pour Lille avec un but de David. Je pense qu'avec sa coupe de cheveux, ça va devenir un David Prime. Et je pense qu'il va tous nous faire taire, mais un but d'Alexandro de la tête, ce serait pas mal. Ou pourquoi pas un but de Virginius? Ouais, non. Christophe, est-ce que tu as des pronostics à nous faire pour ce match? Moi, je veux dire, ça va être un match. On est supporter quand même, donc ça va être un match avec 2-0. Je dis 2-0. S'il faut mettre des buteurs, je dirais Wea et Bayo. Gros Scott, joue-le celui-là. Voilà. 2-0 Wea Bayo, joue-le. Alors, vous pouvez, nos chers amis internautes, aller vérifier la qualité de nos pronostics en direct. On va vous offrir 2 places pour le match Lille-Montpellier. Alors, on va faire comme la semaine dernière, on va vous faire répondre sur le forum d'Allez le LOSC. Donc, vous allez sur le forum d'Allez le LOSC, vous allez sur le thread dans le forum foot qui annonce l'émission de ce soir, et vous répondez à la question que je vais vous poser immédiatement. Une question footballistiquement compliquée comme d'habitude, vous savez, et que j'ai déjà d'ailleurs posée à plusieurs reprises dans l'émission. La question, elle est simple. Le premier qui répond sur le forum d'Allez le LOSC, il gagne 2 places pour Lille-Montpellier. La question, c'est qui veut venir au match Lille-Montpellier avec les Dogs du Net? Le premier qui répond à la question sur le forum d'Allez le LOSC, forum foot, sur le thread qui annonce le bistrot numéro 28, eh bien, il remporte les 2 places. Voilà, il y a 2 pronos en ligne. Il y a 2 pronos en ligne, François. Il y a Lionel qui dit 4-0, doublé d'Edon, Cabella, David. Et il y a José qui dit 3-1 pour Lille, but de David et doublé d'Edon. Donc, il y a 2 personnes qui voient un doublé d'Edon. Donc, il y a vraiment une grosse hype autour de Zegrova. Et puis, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il est effectivement très probable, il a repris l'entraînement, il devrait revenir dans l'effectif, peut-être pas titulaire, mais peut-être comme un super sub qu'il a su, le rôle qu'il a su jouer ces dernières semaines. Voilà, il est temps de nous quitter. Alors, n'oubliez pas de répondre sur le forum d'Allez le LOSC. Qui veut venir avec les Dogs du Net et le bistrot d'Allez le LOSC assister au match Lille-Montpellier? Si vous savez répondre à cette question,
extrêmement difficile, vous remportez 2 places pour le match Lille-Montpellier. Voilà, il est temps de nous quitter. Donc, je voulais remercier vous, les internautes, qui nous suivez régulièrement, à la fois en direct et à la fois en replay sur la chaîne YouTube du Bistrot d'aller le LOSC. Donc, n'hésitez pas, je le disais en début d'émission, mais c'est très important pour nous, ça nous donne beaucoup de visibilité. Vous likez, vous faites des commentaires, vous partagez nos différents médias et finalement, tout le monde s'en portera très bien. Ça vous coûtera pas beaucoup de temps et ça nous permettra effectivement de gagner en visibilité. Donc, merci à vous, les internautes, de votre fidélité. Merci de votre participation. Je voulais remercier également les piliers du bistrot qui étaient présents ce soir. Donc, merci à Julien des Dogs de Paris. Merci à vous. Et Lionel qui vient de mettre en commentaire, il doit être titulaire, Edon. Je ne peux que te recommander, Lionel, d'aller voir le replay de la semaine dernière et tu verras qu'on n'est pas d'accord avec toi. C'est vrai. Et Trifred, d'ailleurs, qui voit, il ne sera pas titulaire. Je pense qu'il parle d'Edon également, parce que Bamba a son totem d'immunité. On verra. Donc voilà, merci au pilier du bistrot, merci donc à Julien, donc merci de ta participation. Merci à Christophe C, qui a enfin ébauché un sourire dans cette émission depuis le début. Il était vraiment très énervé, on le voyait. Là, il a souri. Merci. L'amour rend parfois excessif et un peu, je m'en excuse d'avance non, pas d'avance, mais après coup, auprès de tous nos amoureux de notre club. Bonne soirée à tous. Et également, donc, merci à Christophe D. Merci de ta participation. Merci à Terre toutes et tous. Et enfin, pour son retour, il a fait un retour remarqué avec ses analyses et sa coupe de cheveux. Merci à Baptiste de la page Breaking Dogs. Merci à tous. D'ailleurs, il paraît qu'il a changé son hashtag sur Twitter. C'est plus hashtag Breaking Dogs, c'est hashtag Jean-Louis David. Mais... Et on salue tous ses collègues entraîneurs de Ligue 1. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu déjà des indiscrétions pour savoir qui allait gagner le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Est-ce que Baptiste était déjà nominé? On le saura, on garde le suspense. Et vous le saurez en assistant régulièrement au Bistrot d'aller le LOSC. Donc, chaque semaine, votre rendez-vous préféré sur l'actualité du club. Voilà, il est temps de nous quitter. Avant de nous quitter, il y a la tradition. Il va falloir qu'on pousse notre cri de guerre. Est-ce que vous êtes prêts à pousser notre cri de guerre à 3? 1, 2, 3. Allez le LOSC! À bientôt. Salut, ciao, bonsoir. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.